bonjour tous et merci de nous inviter à votre formation. Alors je m'appelle Julien Terrier, je suis manipulateur en radiologie au CHU de Toulouse et je suis secrétaire du CHSCT central du CHU et CGT. Donc sur les questions de management, je les vois un peu trop souvent, mais les directeurs, etc. Donc on commence à bien les connaître et on a fait on a fait une formation sur les nouvelles techniques de management public pour pouvoir les contrer et pour pouvoir nous-mêmes les analyser et pouvoir les contrer. Donc je pense que ça rentre un peu dans ce que vous voulez dire. Donc on a mis tout ce chapeau sur New Public Management, donc je pense que vous en avez parlé ce matin. C'est l'application du management libéral au service public ou apparenté. Et je vais passer à ce moment. Donc, en fait, pour chercher un peu sur les origines un peu du NPM, New Public Management, c'est un peu trop long, faut bien comprendre que cette réflexion sur le management, et privé d'ailleurs, et public, est vraiment apparue dans le patronat français après 68. Vraiment, ils se sont dit, après une grève de 3 semaines, ils ont vraiment cru tout perdre et ils se sont dit, il faut trouver des solutions là, il faut satisfaire un petit peu des revendications qui sont apparues pour pouvoir calmer le jeu et pas avoir un processus qui pourrait renverser tout ce que le patronat a pour eux. La montée des mouvements des droits syndicaux civiques après 68, dans les années 70, féministes et écologistes. Alors ça, je le tiens de... Il y a un Grégoire Chamaillou, je ne sais pas si peut-être certains le connaissent, qui a fait un bouquin qui s'appelle La société ingouvernable et qui prend des citations d'articles de penseurs du libéralisme. Très clair, il y a Milton Friedman, donc, que certains connaissent, qui est célèbre pour avoir soutenu le coup d'État au Chili et avoir mis en place la politique économique au Chili après le coup d'État, et qui disait qu'est-ce que c'est que ces mouvements qui viennent contester dans l'entreprise notre liberté d'entreprendre. Et pourquoi il faudrait payer plus les femmes, pourquoi il faudrait payer plus les Noirs, pourquoi il faudrait, c'est aux États-Unis, et pourquoi il faudrait mettre des normes écologistes qui entravent notre taux de profit, etc. Donc ça, c'est vraiment des réflexions qu'ils ont intégrées, toutes leurs réflexions, et pour contrer ce genre d'avancée de la société aussi. Alors en France, ça s'est traduit par, si vous l'avez entendu parler, la refondation sociale dans les années 90, avec Ernest Antoine Salière, donc de reprendre ces théories, mais un peu à la française, et eux, leur truc, c'était de dire, ils étaient fascinés par le milieu associatif, où ils disaient, des gens qui sont payés le SMIC, et qui travaillent 12 heures par jour, et qui s'engagent comme ça pour la cause de leur association, nous on veut que ce soit pareil, que les gens s'engagent pour la cause d'entreprise. Donc c'est là que sont arrivées toutes les conneries là, de J'aime ma boîte, ou des trucs comme ça, enfin des trucs d'essayer de convaincre les gens qu'il y avait une cause à soutenir leur entreprise, etc. Donc, tous ces travaux-là, voilà, dans ce livre La société ingouvernable, je vous le conseille, parce que on dit souvent, ça fait un peu, des fois, théorie du complot, oui, les patrons, ils pensent ça, ils veulent nous diviser, nous rendre dociles, etc., nous manager, et en fait, lui, il va chercher, du coup, l'origine un peu de ces penseurs-là, et qui disent vraiment ça, donc, avec un cynisme incroyable, et donc on voit bien l'élaboration de pensée de ces années-là. Et donc, nous, directement, toutes ces réflexions du patronat ont petit à petit contaminé. J'entendais parler de l'école de managers de Pôle emploi. Nous, c'est l'école de Rennes, l'école des directeurs d'hôpitaux. Il n'y en a qu'une. Il y a celle-là, puis il y a certains masters, et ils ont toute cette théorie-là à insuffler ces écoles de management. Donc, c'est quoi les objectifs ? On sait que... Est-ce que vous avez entendu parler de Danielle Linhart aussi, une sociologue, qui est vraiment qui a théorisé aussi cette question de l'instabilité permanente, et notamment chez les fonctionnaires ou même des CDI ou des gens qui ont des statuts forts, en disant c'est difficile de les licencier, c'est même impossible pour des fonctionnaires, etc. Donc il faut réapprendre à ce qu'ils aient peur. Et comment on peut faire peur à quelqu'un qui ne peut pas être licencié ? C'est de le mettre en instabilité permanente, c'est-à-dire les projets, les restructurations, changement de cadre, changement de chef, en permanence,
sous couvert de s'adapter, de s'améliorer, etc. Et donc c'est ça un peu l'idée, c'est de mettre en permanence en instabilité, foutre la trouille en fait à des personnes. Et même certains même de mes collègues me dire mais moi je peux jusqu'à penser qu'ils pouvaient eux-mêmes que leur emploi était en danger. Par exemple des fonctionnaires qui pensent qu'ils peuvent être licenciés. En lavant un peu le cerveau comme ça, ils arrivent à à insuffler de la peur parce que les gens connaissent moins leurs droits. Je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. Par rapport l'instabilité, etc., c'est aussi derrière aller chercher détruire le statut de la fonction publique, hospitalière en l'occurrence pour nous, mais pour vous, et pour les statuts particuliers aussi de Pôle emploi, etc. Et surtout, le New Public Management, c'est pour rendre privé compatible. On a trouvé cette formule-là, on ne savait pas trop comment, mais c'est-à-dire, c'est toujours du public, c'est toujours un statut public, il y a toujours des financements publics, il y a toujours ça, sauf que la structure est rendue quantifiable et privé compatible pour que le privé regarde les taux de marge qu'ils pourraient faire éventuellement en pouvant acquérir des services entiers. Nous, c'est l'hôpital, des pôles entiers, des fonctions support, on appelle ça, c'est par exemple le nettoyage, etc. Donc tout ou partie de service public, et puis bien sûr privatiser les morceaux qui sont privatisables. Ensuite, management par objectif, je pense que vous connaissez très bien, l'évaluation individuelle, je pense que vous connaissez, et surtout dans l'objectif de casser les collectifs de travail qui sont, dans leur réflexion après 68, en tout cas du patronat en général, c'est là il y a vraiment une nécessité de casser les collectifs de travail. Les gens sont tous unis, ils ont leur syndicat, on ne peut rien faire dès que le dirigeant syndical dit claque les doigts et il y a grève, on ne peut rien faire, etc. Donc, le travail est pour diviser et pour casser ce phénomène-là. Et surtout, donc, d'utiliser des techniques qui sont jugées comme neutres, qui sont jugées comme indolores, scientifiques, complètement dépolitisées, désidéologisées, qui viennent souvent, évidemment, ou du Japon pas mal, ou des États-Unis, pour pouvoir entraver. Alors, ce qu'on aime pas mal remettre, c'est tout ce qui est intelligence au travail. C'est-à-dire, je le cite un peu plus tard, mais par exemple, dans un bloc opératoire, j'ai entendu un cadre dire oui, vous pensez avec un A, pas avec un E. C'est-à-dire que c'est des pansements, quoi. Donc, c'est vraiment ce truc-là de casser. Parce que, et c'est vrai, ça a été dit tout à l'heure, que plus les managers sont dans le New Public Management, moins ils connaissent le travail. Et nous, on a par exemple des managers qui viennent de Pinky, de France Télécom, à l'hôpital, en vrai, qui ont des CV qui viennent de grandes entreprises, etc. Donc, vous voyez un peu sur l'intelligence au travail, ça c'est vraiment le fond du problème, c'est-à-dire de déconcerter, en fait, d'enlever cette base-là de connaissance du travail, de plus baser là-dessus, de connaissances professionnelles, des règles de métier, du savoir-faire, etc., pour pouvoir ramener sur leur terrain, c'est-à-dire au terrain des indicateurs, du chiffre et qui rend vraiment confus en général les salariés et les agents en particulier. Alors, évaluer le savoir-être plutôt que le savoir-faire, donc je pense que vous en avez parlé aussi, c'est-à-dire que nous, les entretiens d'évaluation, ils vont toujours sur... vous avez un problème, dès que quelqu'un est contestataire, vous avez un problème de communication, ou vous avez tout pour aller hors des règles de métier, et tout pour aller sur l'individu. Et c'est ça qui a des conséquences d'ailleurs terribles sur la santé au travail, c'est que, en fait, au lieu de ramener sur qu'est-ce que les règles de métier, et éventuellement, si elles ne sont pas respectées, on peut associer ça à une formation, et quand on attaque votre savoir-être et votre façon d'être, c'est un peu difficile de changer, etc. Et donc on se sent touché très profondément dans l'identité personnelle. Et c'est là qu'arrivent des pathologies liées au travail. Et puis, donc former les managers de proximité à ces techniques-là, donc avec plus ou moins de succès d'ailleurs, parce que en général, c'est très mal compris, et c'est normal, parce que c'est tellement fumeux que chacun interprète un peu comme il veut. On verra des exemples de techniques particulières. C'est tellement fumeux qu'on ne peut pas savoir vraiment comment l'appliquer réellement. Et individualiser,
au maximum le management. C'est-à-dire que, voilà, une façon de diviser les gens, c'est d'arriver à l'unité la plus réduite, c'est-à-dire l'individu, et de déconnecter, et si possible l'écarter du collectif, etc. Je le dirai tout à l'heure, mais il y a dans un hôpital, à Robert Debré à Paris, il y a une liste qui est tombée, en fait, qui a fuité, de salariés avec des codes couleurs, avec celui-là est un suiveur, celui-là résistant au changement, celui-là est un pilier de service, attention, très bon professionnel, n'allez pas sur ce terrain avec lui, celui-là politisé, ou celui-là mouton qui fera tout ce que vous ferez, enfin, vraiment incroyable, et ça c'est sorti, et on a eu le vent que des cadres entre eux, dans les hôpitaux, font ça, quand il se passe d'un service à l'autre, ils se font des trucs comme ça, attention à une pathologie, donc voilà, en gros, insiste là-dessus si tu veux la... Nous, dans l'éducation nationale, on a la même chose à l'ESN, à l'école qui forme les chefs d'établissement et les IPR, cette année. C'est accessible d'ailleurs, allez-y, ESN, E-S-E-N, c'est pas très. On peut voir, parce qu'ils n'ont même pas enlevé, depuis quand on en parle syndicalement, il y a des fiches pour classer les profs. C'est-à-dire les meneurs, il faut les laisser de côté parce qu'on peut rien en tirer, après il y a les suiveurs, et c'est je veux dire, un libre accès, à lui faire un tour, ça expliquera certaines attitudes de chef parfois. Voilà. Tout ça est absolument condamnable, je vous invite à déposer une plainte tout de suite. Non, mais sérieusement, c'est des fichiers qui ne sont pas déclarés à la CNIL en général, et qui sont évidemment. Et là, ils peuvent payer très cher. Mais on en parlera, ça fait partie des tactiques, ça. Donc, bon, juste le contexte dans les hôpitaux, vite fait, parce que ça explique le pourquoi, en fait, c'est pour ça. Donc, il y a une volonté d'étouffer financièrement les hôpitaux, mais comme aussi tous les services publics, parce qu'il faut comprendre que les hôpitaux sont financés par la Sécu. Et la protection sociale. Il n'y a aucun argent des impôts qui arrive dans les hôpitaux. Donc ça, même chez nous, les fonctionnaires hospitaliers pensent qu'ils sont fonctionnaires ou qu'ils sont payés par l'État. Non, il n'y a pas un centime qui vient de l'État, mais tout vient de la Sécu. Donc quand on entend les exonérations de cotisations sociales, etc., tout l'argent qui est exonéré du patronat sur les salaires a des conséquences sur la protection sociale, sur la retraite bien sûr, mais beaucoup sur l'assurance maladie, d'autant qu'ils ont là récemment supprimé les cotisations d'assurance maladie, carrément, et remplacé par la CSG, un impôt. Donc, si vous voulez, ils sont en train de basculer, d'avoir une stratégie de passer de la cotisation sociale à la CSG. Donc, c'est hyper important de comprendre ça, parce que pour étouffer financièrement, il y a des stratégies, quelqu'un en a parlé, l'endettement, alors là, c'est fatal. Pour, par exemple, Rangueil, quand Rangueil a été construit, d'autres hôpitaux aussi en même temps ont été construits, il y a eu une augmentation des cotisations sociales. C'est-à-dire que le patronat a payé plus de cotisations d'assurance maladie, très peu d'ailleurs, globalement, pour financer des investissements hospitaliers dans les années 70, etc. Évidemment, ça, c'est avec les exonérations depuis justement 79, il y a des exonérations de cotisations sociales en permanence, et depuis ça, il a fallu trouver d'autres façons de financer les investissements hospitaliers. Donc là, c'est plus question d'augmenter les cotisations sociales, puisque ça augmente les salaires, et donc il faut trouver de l'argent ailleurs, et l'argent a été trouvé auprès des banques privées. Même pas des banques publiques, même pas des banques d'investissement, des banques privées. Donc ils sont endettés, les hôpitaux de façon énorme, certains avec des emprunts toxiques, etc. Et surtout derrière, les agences de notation, puisque comme on est sur les marchés financiers, les agences de notation Moody's, Standard & Poor's, etc., peut-être vous connaissez, qui sont des agences américaines qui évaluent la santé des entreprises, ont enlevé le AAA aux hôpitaux français. Donc AAA, ça veut dire avec des taux d'intérêt très faibles, voire même négatifs. Et en passant à AA+, on avait des taux d'intérêt entre 3 et 5%, pour ceux qui n'avaient pas chopé des emprunts toxiques. Donc en fait, c'est juste fou furieux. On avait en 2008, on payait une dette chaque année de 6 millions d'euros. Aujourd'hui, on paye 60 millions d'euros de dette par an.
c'est l'équivalent de 1500 postes au CHU de Toulouse, il y a 15 000 agents. Donc c'est 10% de la masse salariale qui est payée la capitale qui est remboursée, mais surtout les intérêts. Ça représente 14 millions d'euros par an, juste les intérêts, juste du pur profit. Donc c'est complètement dingue. Hein, juste au CHU de Toulouse, 14 millions d'euros d'intérêts, on paye au Crédit Agricole, à la BNP, à la Caisse d'épargne, à Dexia, qui a encore des emprunts là-bas. Et ils vont encore emprunter, puisqu'il faut de nouveau faire des investissements, ce qui est normal, on est pour qu'il y ait des investissements, mais il faudrait que ce soit des investissements publics, pas du tout privés. Bon, je passe vite là-dessus, mais et l'application dans les hôpitaux, donc de l'autonomisation des pôles d'activité, donc c'est des mini-entreprises dans l'hôpital, qui ont leur compte de résultats, qui ont leur objectif, contrat d'objectifs et de moyens, etc. Et la taxe sur les salaires et l'application d'impôts aux hôpitaux aussi. Alors les impôts aux hôpitaux, dans les années 80, ils ont créé un impôt pour taxer les hôpitaux. Alors c'est dingue, c'est que l'argent des hôpitaux sont financés par la Sécu et l'État prélève un impôt aux hôpitaux. Et c'est pas rien, c'est 40 millions d'euros par an au CHU de Toulouse. 5 milliards d'euros au niveau national. Donc avec ça, avec 5 milliards d'euros, nous, 40 millions d'euros, on peut embaucher 1000 agents, 1000 infirmières, par exemple. Donc juste parce qu'il y a des impôts, la taxe sur les salaires et la TVA qui est appliquée aux hôpitaux. Enfin, il y a vraiment une logique de sabotage. D'ailleurs, je ne sais pas d'ailleurs si au niveau de Pôle emploi, au niveau même des établissements, s'il y a une taxe sur les salaires qui est prélevée, ce qui est complètement fou. Vous êtes financé par l'État qui reprélèverait un impôt. Enfin, c'est vraiment du... Il me semble, ouais, parce que les universités sont autonomes, etc. Mais c'est quelque chose qui est vraiment absurde. Participation à la dette, encore mieux. Encore mieux. Voilà. Donc, et après, bon, la logique de tarification à l'acte, vous avez sûrement entendu parler, parce que c'est gros, c'est qu'on ne facture que les actes médicaux, les actes paramédicaux très définis, et tout vaut la même chose. Une appendicite, que ce soit sur quelqu'un qui va bien, qui peut rentrer chez lui juste le soir même, ou sur quelqu'un qui a une polypathologie, qui est seul, qui a des problèmes sociaux, etc., ça rapporte le même argent. Et non seulement ça rapporte le même argent, mais s'il y en a plus d'appendicite, par exemple, sur une année que l'année d'avant, le tarif individuel de l'appendicite est diminué. Donc en fait, plus vous faites d'activité, c'est un truc complètement fou, c'est encore du sabotage, plus vous faites de l'activité, donc vous êtes un bon élève, plus le tarif individuel de l'acte est diminué. Parce que tout est sur les enveloppes fermées. Bon, je ne détaille pas, mais c'est ce qui fait que la nécessité en fait, de chaque hôpital à réagir en stratégie industrielle, puisqu'il y a des actes, des prix en face de l'acte, du coup il faut faire, faut y aller. Du coup, les conséquences, un déficit, etc., une course à l'activité, même si ça diminue, on est obligé de faire la compétition de part de marché, mais je dis comme ça, de part de marché entre les cliniques et les hôpitaux, sur les activités les mieux remboursées. Une logique de retour sur investissement. À une époque, on avait un pôle qui s'appelait ROI, Return on Investment, au CHU de Toulouse. On a dit quand même, c'est pas logique. Ils ont enlevé le nom, ils ont appelé autrement, direction des affaires financières, ils ont intégré ça dans la direction des affaires financières, mais bon, c'était pour enlever le mot qui était trop choquant, mais la logique est là. Sur la réduction des coûts de masse salariale, donc pourquoi il y a des sous-effectifs dans les hôpitaux, pourquoi on remplace pas les absents, pourquoi on fait un tournant ambulatoire, c'est très long à expliquer aussi, mais je passe vite. Pourquoi on fait des privatisations, il y a plein de secteurs justement qui ont été jugés privés compatibles et donc sur lesquels le privé peut faire de la marge, donc ils ont pu privatiser certains secteurs. Et sur la case du statut, la précarisation, bien sûr, on est à 29% de contractuels dans l'hôpital. C'est gigantesque. Juste, je parle de CHU de Toulouse, les chiffres au niveau national, c'est un peu moins d'ailleurs. Oui, c'est pareil. Et puis surtout les patients pauvres, seuls, psy, ou de gériatrie, ou polypathologiques, qui deviennent des anomalies organisationnelles, puisque du coup, ces gens ils restent longtemps, on fait plein d'actes, mais l'acte est payé le même, etc. Donc, et puis comme la
question du prendre soin, donc tout ce qui est hors du soin, tout ce qui est vraiment la réalité de notre travail, elle n'est pas prise en compte. Du coup, on voit, c'est comme ça que voit le management des patients qui sont pas dans la norme, qui rentreraient dans la norme des. Parce que juste il y a un truc de la Sécu qui s'appelle les groupes homogènes de malades, les GHM, et en fait tous les remboursements sont faits en fonction de groupes homogènes de malades. Donc c'est ça, il faut une homogénéité de prise en charge. C'est complètement fou. Voilà, ça marche pas la vidéo, mais je voulais vous mettre un peu justement qu'est-ce qui a justifié en fait, d'appliquer ces techniques-là. Donc Grégoire Chamaillou, c'est lui qui a écrit vous pouvez le trouver sur YouTube, hein, c'est assez facile à trouver donc par rapport à son livre. Et il explique bien en fait que justement tout a été mis en place pour aller le management on presse le citron, ça marche pas. Le management en donnant beaucoup d'autonomie, c'est bien, on voit que les gens prennent, ça augmente la productivité, sauf qu'après, si les gens veulent vraiment l'autonomie, après, on est mal, quoi. Donc, ils ont théorisé le fait qu'il fallait de l'autonomie, fausse autonomie dans le travail, et surtout de l'insécurité sociale et économique permanente des agents, des salariés, pour pouvoir que la peur revienne, quoi. Parce qu'ils avaient ça dans les années 70, comme il n'y avait pas de chômage, etc. Les gens, ils arrivaient sur un lieu de travail, c'était la cata au niveau conditions, au niveau management, etc. Les gens ils partaient, ils demandaient même pas leur salaire, etc. Mais parce qu'ils savaient qu'ils retrouvaient du boulot à côté, parce qu'il y avait des possibilités de se retourner. Donc il a fallu organiser à la ville et en travail l'insécurité sociale et économique. Donc c'est un peu en gros ça qui dit. Oui, tu peux passer. C'est pas bien, celle d'avant. Voilà. Donc, comment on a un peu, ça nous a mis la puce à l'oreille un peu au CHU, c'est qu'en 2014, il convoque ça c'était au CHU, hein, il convoque une conférence avec du Lean Manufacturing au Lean Hospital, ou comment déployer des pratiques industrielles à l'hôpital pour le bien-être de tous. Et là, on a vu ça, on a dit. Et puis c'est très sérieux, il y a tous les cadres étaient conviés. Il y avait une espèce d'amphi gigantesque, donc on a vu ça, on a halluciné. Et en fait, on a envahi syndicalement voilà. On a fait une vidéo, je pourrais vous la faire passer. On a envahi, on a dit, mais arrêtez vos conneries, quoi. Et puis du coup, on a un peu écouté la présentation, et c'était vraiment hallucinant. Vas-y, passe après. Il présente en fait le Lean Manufacturing. Donc ça, je pense que vous l'avez dit, le Lean, ça veut dire amaigrir. Et il présente ça comme de l'amélioration continue, c'est-à-dire en continu, perpétuel changement, perpétuelle déstabilisation pour soi-disant l'amélioration de la qualité. Et dès que vous entendez le mot qualité, franchement, il faut fuir direct, parce que la qualité, c'est l'inverse du travail. En fait. Il n'y a pas besoin qu'un travail soit de qualité. Si vous faites bien votre travail, il n'y a pas besoin d'évaluer la qualité, on le sait, on a des règles de métier, on sait pourquoi le travail est bien fait, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut améliorer, etc. Ça, on le sait. Mais s'il y a des indicateurs qualité, c'est ça le problème avec la qualité, c'est qu'il y a des indicateurs qualité. Qui choisit les indicateurs? C'est le management et c'est le pouvoir ou l'administration ou le patronat. Et du coup, en fonction des indicateurs qui sont choisis, évidemment que vous êtes toujours en défaut, quoi. J'expliquerai un peu... Peut-être si pour expliquer juste un truc, par exemple, sur un service hospitalier, il y a 20 lits. Donc l'objectif en qualité, c'est-à-dire la qualité aussi financière, c'est que ce serait que ces lits soient occupés à 100%, en permanence. Donc ils disent, ce service est occupé à 80-70%, donc comme il n'est pas occupé à 100%, et donc pour retirer du personnel, puisque c'est logique, on perd de l'argent. Forcément, s'il n'y a personne dans le lit, il n'y a pas d'acte, donc on perd de l'argent, donc ça paraît ultra logique, quoi. Comme ça, c'est hyper logique. Sauf que, évidemment, il y a des services, par exemple les services d'aval des urgences, quand il y a des urgences qui se remplissent, vous savez qu'à Toulouse, c'est particulièrement catastrophique, et bien un service qui a 80% de taux d'occupation, en fait, il engorge les urgences, puisqu'il n'y a pas de possibilité de sortir des patients.
saturation pour les hospitaliser. Donc il faut que ce soit le plus faible possible, le taux d'occupation, entre 50% et 45%, pour que ça fonctionne, pour que ça désengorge les urgences. C'est vraiment c'est que des fausses bonnes idées, quoi. Le lean management, c'est que ça. Et eux, ils présentent ça comme du savoir-faire, du bon sens paysan. Ouais. C'est le bon sens paysan, trouver des trucs logiques, etc., qui parlent à tout le monde, etc. Et c'est vraiment que des fausses bonnes idées, c'est vraiment des pièges, quoi. Alors, ils basent ça vous l'avez dit, sur des groupes de travail, des démarches projets, groupes de travail, etc., pour faire associer les gens. Dis, mais c'est vous, vous êtes autonome, c'est vous qui allez trouver les solutions, etc. Vous connaissez par cœur. Sauf que, évidemment, si toi tu trouves la solution dans le cadre contraint qu'ils imposent, c'est-à-dire que toi tu sais qu'il manque 2 infirmiers dans un service, quand on te dit, ah mais non, mais vous savez, il y a la dette, il y a tout ça, il y a le déficit, vous savez, c'est pas possible, donc il faut trouver une solution, mais sans les 2 infirmiers. Donc si tu rentres là-dedans, en fait, t'es foutu parce que tu vas faire avec moins, et du coup, tu vas faire le boulot, et tu vas t'épuiser, etc. Et après, si ça dysfonctionne, s'il y a un problème, il y a souvent des problèmes d'erreurs médicales ou de défaut de prise en charge, mais pas par la faute médicale, mais par le fait qu'il n'y avait pas assez de personnel. Mais là, on vous dit, c'est vous qui avez choisi, vous étiez bien en groupe de travail, etc. Vous avez pu dire, et ça, c'est pour ça que les lignes sont les organisations de travail au niveau, dans les analyses un peu de santé au travail, sont des organisations où il y a la pire santé au travail. Il y a le plus de, on appelle les risques psychosociaux, c'est n'importe quoi, ça ne veut rien dire ça, mais c'est des troubles psychiques, psycho-organisationnels, et c'est vraiment le lean qui génère le plus que les démarches tayloristes ou classiques, quoi. Alors surtout, ils ont des tactiques dégueulasses. Pour faire accepter un projet, par exemple, ils détectent des quick wins. Alors, pour ceux qui parlent anglais, quick wins, des gains rapides. C'est-à-dire qu'ils savent que dans un service, il y a une revendication un peu, quelque chose qui traîne depuis longtemps, je sais pas, un mur qui est... C'est connerie, hein, il y a un mur qui est sale qu'il faudrait repeindre, ou une salle de repos qui n'est pas aux normes, etc. Et puis ils disent, ne vous inquiétez pas, tout de suite, en 3 jours, le truc il est refait, la salle de repos elle fonctionne nickel, le truc, il y a un gain visible, immédiat pour les agents, pour faire passer derrière la grosse restructuration qui enlève du personnel et qui dégrade vraiment les conditions de travail. Et ça, faut apprendre à la détecter parce que c'est hyper important pour ne pas tomber dans le panneau, même nous, des fois syndicalistes, pour tomber dans le panneau de certaines restructurations, certains projets qui seraient un petit peu peints je sais pas comment dire, peint en rouge, ou en disant là il y a des trucs bien pour les travailleurs, mais en fait qui cachent des restructurations plus profondes. Vas-y. Bon, les conséquences, c'est ce que je disais, les gens culpabilisent à fond, puisque c'est eux qui ont mis en place, surtout les gens qui participent au groupe du travail, après leurs collègues leur tombent dessus, etc. Et puis les cas disent, mais vous auriez pu nous dire ça quand même, on n'avait pas vu ça, vous l'avez pas vu au groupe. C'est-à-dire de vraiment faire culpabiliser les personnes. Bon, c'est clair. Les organisations de travail les plus pathogènes, voilà. Parce que ça réduit vraiment les marges de manœuvre. Vous savez qu'en ergonomie, il faut vraiment, dans le travail, avoir le maximum de marge de manœuvre pour pouvoir exercer tout ce qui n'est pas prescrit. Vous savez que le travail est prescrit, le travail est réel. Ce qu'on vous dit de faire, souvent, vous trichez pour faire mieux marcher et pour que ça marche. Vous faites surtout pas ce qu'on vous dit, parce que sinon ça ne marcherait pas. Donc vous faites comme vous savez que ça va marcher. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, mais il y a un truc très simple, c'est que j'ai demandé à un directeur, est-ce que vous pensez aussi que les infirmières appliquent toutes les prescriptions médicales? Il dit, bien sûr, une infirmière applique toutes les prescriptions médicales, mais j'espère bien, parce que sinon, heureusement que les infirmières n'appliquent pas à la lettre toutes les prescriptions médicales et qu'elles détectent elles-mêmes dans les hôpitaux où il y a des internes, où il y a un turnover aussi important de patients. Heureusement qu'il y a le contrôle des infirmières et que parfois, même moi, dans mon métier, on a des bandes radio, on ne fait pas exactement tout le temps ce qui est marqué sur le bandes radio, mais parce qu'on sait que ça va être mieux pour le patient et qu'au final, on nous dira, bah oui, t'as raison, heureusement. Voilà. Mais c'est que des trucs comme ça qui font qu'il y a une différence entre le prescrit et le réel et qu'il faut des marges de manœuvre
Et ce qu'enlève le lean, c'est-à-dire tous ces temps morts et tous ces temps de marge de manœuvre, le lean les empêche. Donc du coup, perte de sens, car les ressources sont appliquées seulement aux actes qui rapportent. Donc il y a la fameuse, ce qu'on dit souvent, c'est ce qui compte n'est pas compté. Dans le soin, si on compte le pansement, tel pansement, enlever 3 points de suture, etc., et on compte l'acte de faire des points de suture, etc., mais pas du tout le temps qu'on a passé à discuter, à rassurer, à expliquer voilà, ce qui va se passer après pour la personne, de l'éduquer quand elle va rentrer chez elle, comment faire en sorte que ça ne s'infecte pas, et qui créerait des coûts supplémentaires pour le système de santé. Et tout ça, c'est pas du tout valorisé. Sur tous ces actes techniques, voilà, c'est au détriment du prendre soin. Ce qu'on dit, c'est qu'on revendique d'avoir le temps de prendre soin et d'avoir la possibilité de le faire et des marges de manœuvre pour le faire. Et évidemment, les surcharges de travail, car les organisations de travail sont réduites en fonction des indicateurs, ce que je disais, médico-économiques, et déconnectés du travail réel. Donc, voilà, tu peux passer. Bon, par exemple, les indicateurs qualité, durée moyenne de séjour. Donc, il faut qu'un service ait une durée moyenne de séjour de 3 jours, 4 jours, et diminuer. Même ils sont en train de théoriser pour un accouchement d'avoir 1 jour maintenant, après l'accouchement. Même à Polyvier, dans le service public, ils sont en train de voir comment ils peuvent faire avec le libéral, évidemment. Et c'est ça, c'est d'où le transfert d'activité. Cette logique-là est la transfert d'activité vers le privé ou les cliniques ou le libéral. Comment faire réduire la durée moyenne de séjour? Parce que recentrer l'hôpital sur le cœur de métier. Vous avez entendu parler de ça aussi, j'imagine, à fond. Donc nous, héberger des gens, c'est pas le cœur de métier. Transporter des gens d'un service à un autre, c'est pas le cœur de métier. Les brancardiers, il faut que ce soit privatisé. Faire du bien nettoyage pour éviter les infections nosocomiales, c'est pas notre cœur de métier, il faut le privatiser. C'est des logiques dingues, quoi. Moi, on leur dit, mais dans l'hôpital, il n'y a pas hospitalité, c'est pas un truc où on va héberger les gens. Non. Et surtout, ce qui est vraiment en danger, c'est aussi les autres missions de l'hôpital. C'est la mission d'enseignement et la mission de recherche aussi, qui sont fondamentaux dans les hôpitaux universitaires et qui font que tout notre travail a perdu sens aussi. Donc, taux d'occupation des lits, j'en ai parlé. Taux d'occupation des salles de bloc, on pourrait en parler longtemps, mais c'est pareil. Administrer de façon la plus déshumanisée possible les blocs opératoires. Et surtout, il n'y a aucun indicateur de charge en soins ou de charge de travail. Il n'y a aucun. C'est-à-dire qu'on leur dit, ils se basent sur seulement le taux d'occupation des lits ou le fric, ou l'activité, la tarification à l'acte, pour déterminer les organisations de travail. Mais jamais sur la charge de travail. Et on voit les conséquences que ça a dans les hôpitaux aujourd'hui et la souffrance au travail qu'il y a dans les hôpitaux. Et les conséquences sur le soin. Donc là, il y avait une vidéo aussi, mais ça ne marche pas. Et Envoyé spécial avait fait justement une explication de tout ce management-là. Donc, nous, on a le team working. Donc, team working, c'est en fait mettre en place, les gens ont entendu parler, un peu mettre en place des référents, placement psychologique des salariés, etc. Bon, toujours insister sur le fait que si des équipes n'y arrivent pas, c'est qu'elles sont mal organisées. S'il n'y a jamais de problème d'effectif, c'est jamais un problème de manque de soignants, c'est que vous êtes mal organisé, il faut trouver des solutions. Alors surtout, très important, c'est qu'il faut éjecter pour le management toutes les personnes moins productives, non productives, c'est-à-dire, et en particulier les gens qui ont des restrictions médicales. Et ça, il mène une guerre horrible qui est du harcèlement, des agissements qui seraient constitutifs de harcèlement sur des personnes qui ont des restrictions. Et ça, c'est un peu au quotidien, c'est de faire en sorte que ces gens-là ne soient pas mis dehors, ou par dispo d'office, ou en retraite d'office, etc. Moi, j'ai eu une personne qui a 38 ans, on lui proposait la retraite d'office, quoi. Sur une pathologie, ils vont très très loin dans la violence par rapport à ça. Voilà. Et surtout les lanceurs d'alerte. Alors, vous avez entendu parler que quelques fiches d'incidents avaient fuité au CHU de Toulouse. Donc là, pareil, ils ont fait une guerre pas possible pour trouver qui c'était, etc. Et surtout des gens qui l'ouvrent un peu dans les services, qui sont un peu les personnes, souvent les bons professionnels, un peu les piliers de service qui disent mais ça ne marchera pas, etc. Et ceux-là, ils subissent une pression pas possible, et une dépression
très difficile à prouver, etc., c'est de pourrir le planning, quoi. C'est de faire que nous, on travaille la nuit, le week-end, les jours de repos. Même en respectant la loi, on peut mettre en place des plannings vraiment dégueulasses et qui bousillent la vie privée, quoi. Donc il y a des techniques comme ça aussi qui sont vraiment présentes si on veut faire taire des agents. Oui, c'est parce que la vidéo. Alors ça marche pas les vidéos, désolé, vous avez loupé Laurence Parisot. C'est vraiment dommage. Et donc quelqu'un en a parlé là, des comparaisons. Donc vous connaissez le benchmarking, vous avez dû en entendre parler. Donc le benchmarking, c'est une des techniques de management, une des nombreuses, qui fait comparer des choses non comparables. Donc en gros, à Montpellier, regardez, le même service. Ils ont 2 infirmières en moins, ça marche très bien, etc. Bon, évidemment, on va voir à Montpellier, c'est la cata au niveau de la souffrance au travail. Et surtout, on se rend compte qu'ils n'ont pas le même lien ils n'ont pas le même nombre de médecins, qu'ils n'ont pas le même lien avec le service d'à côté, ou qu'il y a une clinique privée qui prend en charge tant de lits qu'il n'y a pas à Toulouse, etc. Et du coup, ce qui fait que... Et puis surtout, le bassin de population n'est pas le même, etc. Donc ils vont toujours, et c'est jamais en plus, hein, quand ils font du benchmarking, c'est toujours vers le bas. Donc dès que vous entendez benchmarking ou comparaison, etc., vous reniez ça, ou vous-même vous faites votre propre comparaison, mais à l'inverse, c'est-à-dire en trouvant les organisations de travail ou les idées qui sont plus en adéquation avec ce qui a besoin vraiment. Mais pareil, ouais, et puis la novlangue, ça vous l'entendez, ça vous devez avoir des milliers d'exemples. Bon, il y a Coluche qui disait qu'est-ce que c'est, dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous expliquera comment vous en passez. C'est vraiment poser vos revendications et puis on va vous expliquer par des indicateurs, par des trucs que vraiment non, c'est pas possible, etc. Donc nous on a eu des trucs pas mal. Bon, en général, quand il y a un problème dans un service, on leur dit qu'ils sont en sureffectif. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, ils sont toujours en sureffectif, c'est toujours trop, voilà. Donc, par rapport au benchmark qu'ils ont fait ailleurs, ou même comme ça, sans explication. Ils ont dit à certaines équipes en grève, mais aussi il faut faire le deuil du bon soin, parce que forcément, si vous soignez bien, évidemment que ça va pas passer, évidemment que vous allez dépasser vos heures de travail, évidemment que vous allez pas vous en sortir, que vous allez être surchargé, mais non, faites vraiment le minimum, etc. Et on a dit ça à des gens étaient fous, quoi. Après, sur vous êtes mal organisé, ça c'est bien. Il y a aussi les protocoles, ça se transgresse, on a entendu aussi, les protocoles d'hygiène notamment. Donc ça, il y a évidemment, il y a des vrais enjeux après derrière, et les gens qui sont en souffrance au travail profonde, quand ils entendent ces choses-là, les gens qui ont mis en place ces protocoles par exemple. Ça c'est vraiment très dur. Voilà. Puis surtout, bon, vous êtes un poids pour l'équipe, ça c'est quand il y a quelqu'un qui l'ouvre trop ou qui est en restriction médicale. Et puis bon, là, on entend tellement tous les jours que je pense que vous avez dit un exemple de cette novlangue qui est super déstabilisant quand même. Il faut vraiment à chaque fois pas se faire déstabiliser par ça, en particulier en tant que représentant, parce qu'on en entend tout le temps, et surtout pas les utiliser. Surtout pas les prendre à notre mot, ou alors vraiment de façon ironique ou de façon impertinente en contestant un peu toutes ces conneries, parce que c'est souvent des conneries qui sont dites. Vas-y. Alors on a d'autres méthodes farfelues, donc bon, la QVT, j'en entendais parler, donc qualité de vie au travail, pareil, on y est allé à la réunion, on a dit bon, mais là il faut combien d'infirmières, combien de manip radio, combien de... Et dit, ah mais non, on va faire des boulangeries bio, on va faire des cours de gym, c'est hallucinant, quoi. Tout ce qui est fait pour ne pas aller sur l'organisation du travail, c'est sortir en permanence de l'organisation du travail. Et on a eu ça, la rigologie, c'est vrai, vous ne voyez pas très bien, mais dans les plans d'action de la médecine du travail et des managers qualité vie au travail, donc ils ont mis en place à l'hôpital des enfants, alors que c'est terrible, le niveau de souffrance au travail, ils ont mis en place la rigologie pour améliorer le vécu de la charge de travail. C'est-à-dire, toutes ces techniques sont là pour ça. C'est la charge de travail, non mais vous l'avez, même on va vous en mettre plus puisqu'il faut réduire le déficit. La rigologie, de regarder sur YouTube, il faut rigoler quoi, les gens rigolent, il faut être positif, non mais
c'est vraiment fou. Oui, ça a pleuré, ouais. C'est vraiment ce qu'on disait. Ils nous ont sorti dans le dernier projet d'établissement le management de bac à sable. Alors, on a regardé un peu, c'est n'importe quoi, c'est de prendre faire un cadre, un bac à sable, plusieurs bacs à sable, et il y a une idée, vous posez un post-it dessus, l'idée elle est là, s'il faut la rejeter, vous la mettez dans un autre bac à sable, c'est des trucs, mais on n'a pas vraiment compris. L'hôpital agile, donc en disant, c'est ça que je voulais vous dire, c'est être agile, c'est vraiment des mots doux, comme ça, sympa, pour pouvoir faire passer quand je vous disais, quand on passe de 100% d'autodoccupation à 70%, il faut être agile, il faut savoir enlever du personnel dans ce service pour aller dans un service où il y a plus de besoins, où il faut aider, il faut être solidaire entre vous, etc. Et voilà, toutes ces culpabilisations aussi, et surtout ce vocabulaire, sympa, qui est des visions sympas et qui fait passer vraiment la pilule. On a entendu ça aussi, le time to move, peut-être vous connaissez, c'est-à-dire que les cadres, donc comme les directeurs, comme je l'ai entendu aussi, font 2-3 ans et ensuite changent, time to move, et le moment où, sur l'hôpital de gériatrie, allez, time to move, tous les cadres changent de service, etc. Et ça, c'était appliqué à France Télécom, d'ailleurs. Et il y a une qui a dit, justement, en justifiant ça, en disant, mais il faut faire du management à la France Télécom. C'était après les suicides, hein. C'était pas... Donc, là, ils nous ont signalé, ils ont fait une lettre, etc. Mais il n'y a aucune... je ne sais pas comment l'expliquer, mais il y a une déshumanisation, vraiment un cynisme très profond dans les directions aujourd'hui. Donc, management des syndicats. Alors ça, c'est moins documenté et on n'a pas trouvé tellement d'analyses un peu... mais bon, on les connaît par cœur. Il y a des techniques un peu classiques de discrimination qu'on connaît, de violence, etc. Mais aussi le fait d'occuper, de changer aussi le terme des réunions. De ne plus être en négociation, mais être en concertation. De faire des réunions par instance, pour préparer les instances, pour faire que ça se passe mieux, qu'on travaille mieux, etc. Et ça, c'est... Vraiment, tout est fait pour nous occuper et pour nous empêcher d'aller justement faire du travail de terrain, du travail de base. Et surtout, ce qu'on a vu, c'est que dès qu'on allait dans ces réunions-là, bon, ça fait longtemps qu'on n'y va plus, hein, mais dès qu'on allait dans ces réunions-là, ils disaient, mais regardez, ils revenaient en service, regardez, la CGT était là, ils n'ont rien dit, ou ils étaient d'accord, etc. Parce qu'il n'y a pas de compte rendu de ces réunions, il n'y a pas de PV, c'est pas comme des instances habituelles, pas comme des CHSCT, etc. Et du coup, leur tactique, toutes les ressources humaines, c'est d'aller vers sortir des instances parce qu'elles sont trop contraignantes, même si on sait les limites des instances tous, mais elles sont déjà trop contraignantes pour eux. Et ça, c'est un indice par rapport à que faire pour résister aussi. Bon, du coup, comment résister, déjà, nous, ce que je voulais dire sur les ressources humaines, c'est qu'à partir du moment où est apparue la notion de ressources humaines, ça commençait à merder en fait. Et nous, on a carrément un pôle ressources humaines, on a un pôle ressources matérielles. Donc, vous voyez bien la logique, c'est que les ressources, c'est de prendre des ressources, comme les ressources naturelles, des ressources pétrolières, il faut aller puiser, il faut aller chercher non seulement dans la force de travail, mais aussi dans la force, enfin dans le psychisme et c'est pour ça les talents, etc. C'est pour ça les sortes de savoir-être, etc. Aller chercher des personnes aussi, on peut épuiser même dans leur psychisme, quoi. Donc par rapport à ce qu'on a essayé de mettre en place contre ça, on a repris, on leur dit à chaque fois l'article 8 et 9 du préambule de la Constitution de 46, qui fait partie du bloc constitutionnel encore aujourd'hui, et il est marqué, c'est la Constitution, c'est pas la CGT. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises. Donc on va sur cette logique-là, c'est-à-dire dans les instances et même dans la façon de contrer les projets, on prend ces logiques-là. Après, ça, c'est le deuxième moins important. Accompagner les salariés dans tous les entretiens individuels et collectifs. Alors ça aussi, on a obtenu ça, c'est que les gens ont le réflexe maintenant de nous appeler et dire qu'ils seront accompagnés par un représentant quand ils vont même les entretiens individuels, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais les entretiens pour objectif justement,
ou dans les réunions de service managériel, où là c'est la messe. Donc là, on intervient, on est là. Et ils peuvent pas, on a la liberté de circulation dans l'entreprise, donc ils ne peuvent pas nous sortir. Donc quand ils arrivent à trouver des techniques pour nous sortir, on fait une AG juste après la réunion, par exemple. Mais ça, c'est très très important. Hein. C'est-à-dire que de tout de suite, contrer le discours managérial très rapidement, ou dans la réunion, ou juste après. Donc ça, c'est vraiment très important. Construire avec les équipes des contre-projets. Donc nous, on a mis en place des démarches de contre-projet. Pas la démarche projet, mais des démarches de contre-projet. Et ça déstabilise énormément les directions. Notamment le CHSCT, il y a vraiment de quoi, avec le CHSCT, vraiment au moins les faire fuiter, voire les faire condamner sur des pratiques. Un exemple, la Caisse d'épargne a réussi à faire condamner l'employeur pour des objectifs inatteignables. Sur le fait qu'on donnait qu'il y avait une dangerosité pour la santé au travail des agents de donner des objectifs inatteignables. Donc c'est des choses, c'est pas rien parce que ça remet. Quand je parlais au début de leur liberté d'entreprendre, mais même dans les services publics, dans leur toute puissance sur l'organisation du travail, sur ce qu'on doit faire, etc., de les faire condamner sur ça, ça leur donne un coup plus qu'on ne pense en fait. Donc ça c'est vachement important d'avoir la possibilité de les faire condamner pour ça. Et surtout faire participer les agents ou les salariés quand c'est possible dans les instances du CHSCT. Pourquoi ? Parce qu'ils voient le décalage entre déjà le travail qu'on fait nous les syndicats et en face le décalage total des réponses de la direction. Et nous on est arrivé et d'en faire un élément de rapport de force aussi. Nous on a une réunion de CHSCT où il y avait 200 personnes. Je ne sais pas si vous savez, mais il n'y a pas de limite d'invités qualifiés au CHSCT. Il y avait 200 brancardiers en face, et là, le rapport de force, il était présent. Où il y a tout un tas de stratégies dans le CHSCT, mais ça, je vous invite à vraiment lire les textes sur le CHSCT, parce qu'il y a vraiment notamment les expertises qui peuvent aider aussi à trouver des indicateurs un peu différents, nous, pour pouvoir analyser la charge de travail, les conditions de travail. Surtout expliquer ces techniques et faire leur analyse critique auprès des salariés, devant la direction, leur faire comprendre qu'on connaît les techniques aussi, ça c'est déstabilisant pour eux. Puis donner une guerre idéologique à ces méthodes, parce que c'est des méthodes d'exploitation en fait. Il faut reprendre le mot, même tout ce qui est la souffrance au travail, qu'elle soit physique ou psychique, c'est de l'exploitation, et puis c'est tout. Il faut reprendre même ce terme-là, qui est plus facile, quand on a le mot exploitation, c'est plus facile de se rebeller contre ça, plutôt que contre des indicateurs, ou ou même des techniques, ou des RPS. Les RPS, encore des risques psychosociaux, vous avez dû entendre 10 000 fois, ça ne va absolument rien dire. Le risque psychosocial ne va absolument rien dire. Par contre, du fait qu'il y a de la surcharge de travail, ou du fait qu'on veuille dégager, parce qu'il y a des hôpitaux qui dégagent des profits maintenant, avec les logiques financières, donc de leur montrer que leur souffrance au travail ou leur souffrance psychique et pour faire des gains de productivité ou des gains de profit, c'est pas pareil que de dire c'est vous qui êtes fragile, etc. Voilà. Vous avez compris. Voilà. Bon, faire intervenir des experts indépendants quand c'est possible, via le CHSCT, etc. Alors, pour recréer du lien avec les salariés, nous, vous savez, comme nous, on a travaillé en 12 heures, en 10 heures, en nuit, en week-end, etc. Et c'est vrai que de recréer des groupes WhatsApp ou Facebook, utiliser des nouvelles techniques d'information et de communication, mais à l'envers, pour faire des groupes de passage déjà d'information et de construction, de mobilisation par ces groupes-là. On a presque un groupe maintenant par service, et construire avec des délégués de service, syndiqués ou pas syndiqués d'ailleurs, et d'avoir des référents des délégués de service dans les services pour pouvoir s'organiser et faire passer les infos au moins, et surtout s'organiser. On travaille des questions féministes, écologistes, anti-discrimination dans l'entreprise et tout ce qui est entravable. Ce que je disais, la liberté d'entreprendre, même dans les services publics, parce que pour la plupart des directeurs, c'est chez eux, quoi. Ils sont chez eux. Il y a cette notion-là, c'est plus le bien commun, c'est-à-dire ils gèrent leurs morceaux, leur boîte, etc. Mais reprendre le débat sur la véritable autogestion, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et si possible, donc faire condamner, c'est-à-dire rendre responsable la direction des actes dangereux, notamment sur la santé des salariés. De plus en plus, il y a des condamnations, et même sur la souffrance psychique, on arrive à faire reconnaître des accidents de travail, pas encore des maladies professionnelles, vous savez, mais des accidents de travail, oui.
un accident de travail, vous pouvez le faire reconnaître comme imputable au service. Donc ça, c'est très très important parce que ça entraîne des droits derrière et ça entraîne des possibilités qu'on avait en faute inexcusable de l'employeur. Que ce soit dans les droits administratifs ou même en droit privé, tribunal de la sécurité sociale. Appuyer sur les contradictions éthiques de toute restructuration, mais ça c'est ce qu'on fait je pense, souvent au quotidien. Il faut toujours questionner la finalité des restructurations, la finalité du travail dans le cadre de ces restructurations. Et bon, on a arrêté de vouloir convaincre les directions, mais de vouloir plutôt les contraindre. Voilà, c'est un peu